Et voilà, bonsoir. Et on va pouvoir commencer. Et cette fois, tout marche. Voilà. Donc, bienvenue ce soir sur la conférence. Il est 20 heures. Réparer son histoire et s'épanouir pleinement. Voilà le sujet qui a été retenu ce soir. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat parce que j'aime bien voir d'où vous venez. Je vois l'Auvergne, Narbonne, Lyon, Arcachon, la Lorraine. Oh, c'est magnifique, vous venez de toute la France. Avant de commencer la conférence, je voudrais partager avec vous un événement qui a eu lieu ce week-end en Bretagne, à Vannes, les Journées universelles pour une médecine plurielle organisées par Anne Sarkissian et Yosra Béjar qui a beaucoup participé. Et je vous recommande vivement ces journées chaque année. C'est extraordinaire, magnifique, des rencontres géniales, des communications passionnantes. C'est dans l'amour, dans la générosité, dans l'énergie, dans la joie. Et donc, si vous êtes sur le site, je vous en reparlerai, vous recevez régulièrement la newsletter, eh bien, on en reparlera l'année prochaine. À ne pas manquer, c'est vraiment magnifique. Donc, bienvenue à tous. Je vois qu'il y a des Normands, qu'il y a aussi des Bretons. Vous êtes de toute la France et c'est vraiment une joie de vous accueillir. Donc, ce soir, on va réparer son histoire pour s'épanouir pleinement. Pour s'épanouir pleinement, c'est vrai qu'il faut réparer son histoire. C'est indispensable. Et donc, pour en parler, je vais vous parler de l'outil état d'expansion de conscience, donc je vous parle pratiquement à chaque fois. Et ça, je vais en parler rapidement, mais on s'étendra un peu plus sur l'histoire et la façon de réparer. Voilà. Vous aurez un replay si vous vous êtes inscrit par Eventbrite, vous le recevrez puisqu'il y a votre mail dès demain matin. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je reprendrai toutes les questions à la fin pour y répondre. Alors, dans cette conférence, il va y avoir plusieurs étapes, 4 ou 5. La première étape, définir qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience. Tout le monde connaît, tout le monde pratique, mais scientifiquement, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Donc, voilà le plan de ce chapitre. Vous allez retrouver tous les détails. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience? C'est connu depuis des millénaires, depuis plus de 4000 ans. Ce sont des états qui vous amènent dans des états d'extase, de nirvana, de dreamtime. Ça a plein de noms. On peut l'appeler de plein de différentes façons, dans des états de lumière et d'amour, des états de plénitude, de félicité, surtout quand on monte dans les très hauts plans. C'est connu depuis tout temps. Les ethnologues ont étudié les chamans dans les différents pays et ils ont vu que la transe du chaman amène des états particuliers. Et dans ces états, le chaman communique avec les plantes. C'est pas la connaissance qui fait qu'il va choisir une plante, c'est simplement parce que la plante l'appelle, il est dans un état qui lui permet d'être en relation avec elle et il sait que c'est cette plante-là qui sera bonne pour soigner la personne dont il s'occupe. C'est Stanislas Grof, non, c'est d'abord Freud qui a parlé de sentiments océaniques, il est allé dans cet état et il disait, j'avais l'impression d'être retourné dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas comment c'était dans le ventre de sa mère, et c'est pas toujours aussi délicieux et c'est pas toujours un sentiment océanique. En psychologie transpersonnelle, c'est Stanislas Grof qui a beaucoup étudié ces états, qui les a expérimentés avec le LSD, les champignons hallucinogènes, avec différentes techniques de la respiration également, et qui a fait beaucoup de communication sur le sujet et qui a beaucoup exploré. En neurophysiologie, là, on est dans de l'objectivité pure, de la science pure. Un état d'expansion de conscience se définit par des fréquences et des ondes cérébrales. En physique, on va parler de champs électromagnétiques et en mathématiques, on va parler de fractales à dimensions multiples. Voilà pour les définitions.
Définir un état d'expansion de conscience, il faut en faire la différence avec l'état de conscience ordinaire. C'est l'état dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes très relaxé, très détendu. À ce moment-là, vous commencez déjà à vous expanser. Mais en état de conscience ordinaire, on est en veille active, en onde bêta. La plupart du temps, c'est un état usuel, banal. C'est celui qu'on a quand on vit, quand on va à ses occupations. Dès l'instant où on commence à se relaxer, à somnoler, on change d'état, on change d'onde cérébrale et à ce moment-là, on quitte l'état de conscience ordinaire. Comment on va les définir scientifiquement? J'en ai parlé un petit peu ce week-end en conférence à Vannes. Et donc, on va définir ces états avec les fréquences des ondes cérébrales enregistrées sur l'électroencéphalogramme. Les ondes bêta font en général 13 à 14 cycles par seconde. Elles sont assez rapides et elles correspondent à l'état de veille active. Les ondes alpha font 8 à 12, 14 cycles par seconde. Ce sont les ondes de l'endormissement, de la relaxation, de la détente. Je commence à lâcher, mes muscles se relaxent, mon corps commence à s'endormir, mon esprit reste éveillé. Je suis en onde alpha, ce sont des ondes très régulières qui forment une belle sinusoïde, tout comme la cohérence cardiaque. Les ondes θ sont des ondes beaucoup plus lentes qui font 5 à 8, 5 à 7 cycles par seconde. Ce sont les ondes du sommeil. Quand je dors, mon cerveau passe en delta. Puis quand je passe en gamma, je suis en état de sommeil paradoxal, en onde gamma en général autour de 40 cycles par seconde. Eh bien, c'est le sommeil des rêves. Eh bien, un état d'expansion de conscience se caractérise avec les ondes de l'électroencéphalogramme. Je suis tout le temps le corps endormi, mais l'esprit éveillé. Je suis conscient, je peux parler, je peux bouger, je ne dors pas, mais mon cerveau va passer par ces différents états, bêta, alpha, θ, delta, gamma. Alors, on peut commencer par faire des allers-retours en alpha, et puis avec un peu d'entraînement, on va pouvoir aller en θ, stabiliser en θ, et puis intégrer le niveau θ, et puis ensuite, on pourra aller en delta, stabiliser le niveau delta, l'intégrer, être capable d'y rester longtemps, d'interagir à l'intérieur, et en onde gamma également, et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça correspond. On peut définir les états d'expansion de conscience également de façon qualitative. Là, on est dans la subjectivité. On n'est plus dans la définition scientifique. C'est simplement à partir du ressenti, du vécu de ce qui est ressenti. Et quand on est en état d'expansion de conscience, eh bien, la perception du temps, de l'espace, de mon corps et de qui je suis, de moi-même, change. Ces perceptions sont modifiées. Par exemple, tout doucement, à mesure que je vais arriver en θ, eh bien, je vais être en dehors de l'espace et du temps. Et quand je vais passer en delta puis en gamma, on va entrer dans les dimensions du temps astrophysique et non plus les dimensions de la physique planétaire. L'espace, dans les premiers niveaux de conscience, il est limité. Plus je vais aller vers θ et delta, l'espace n'est plus limité. Et je vais m'apercevoir que mon corps, qui est limité en bêta-alpha, eh bien, à partir de θ et delta, j'ai l'impression qu'il a grossi, il s'est expansé. J'ai parfois l'impression d'avoir une tête énorme. Eh bien, j'ai une perception différente de mon corps. Et la perception que j'ai de moi, eh bien, en état de conscience ordinaire, je suis un corps physique avec un esprit qui pense. En état d'expansion de conscience, je suis plus que mon corps physique, je suis une conscience et cette conscience peut s'expanser, explorer, chercher de l'information et rencontrer d'autres formes d'énergie. Voilà une représentation médicale des différentes ondes.
Et donc, les ondes bêta, vous voyez, sont très rapides, jusqu'à 14 cycles par seconde. Puis on passe en alpha, on a une sinusoïde beaucoup plus régulière. En θ, quand je suis en phase de sommeil, c'est encore plus lent. En delta, encore plus lent. Et quand je passe en gamma, c'est un état de sommeil paradoxal, les ondes sont très rapides. Comment fait-on pour aller en état d'expansion de conscience? Plein d'outils différents que vous connaissez tous et que vous pratiquez sans savoir qu'on appelle ça des états d'expansion de conscience. Dès l'instant où vous vous relaxez, vous commencez à passer en alpha. Toutes les techniques d'imagerie guidée, rêve éveillé, visualisation, hypnose, sophrologie, toutes ces techniques vont vous emmener en expansion. Plus votre thérapeute, la personne qui vous fait travailler, est stable dans les hauts plans de conscience, qu'elle a l'habitude de s'expanser, plus elle va vous emmener avec elle dans ces états. Vous ne pourrez pas aller en hypnose dans des états très éloignés si votre thérapeute n'est pas prêt, si vous n'avez pas l'habitude. On peut vous emmener avec de l'entraînement, une stabilisation et une intégration des différents plans, on peut vous emmener très très loin. Les techniques respiratoires sont des techniques très puissantes. Moi, que je pratique depuis 25 ans de façon très régulière, et c'est avec les techniques respiratoires que j'ai beaucoup exploré et que j'ai pu faire les ponts entre la science, la conscience, la psychanalyse, les sciences védiques, les corps énergétiques, les focus Monroe. J'ai vraiment exploré pendant des années dans de très hauts plans et dans les plans plus proches avec les techniques respiratoires et j'adore cet outil. Les pratiques corporelles, quand vous faites du yoga, du qigong, du tai chi, tous ces arts martiaux et plein d'autres, quand vous faites de la danse sacrée, de la course à pied, vous partez en expansion de conscience. Lors de lors de la relaxation à la fin d'une séance de yoga, eh bien, vous êtes expansé. Quand vous faites de la course à pied, quand vous arrivez au deuxième souffle, que ça se met à courir tout seul, c'est l'énergie qui prend le relais, eh bien, vous êtes expansé. Et c'est dans cet état que vous pouvez poser des questions, avoir des réponses, aller chercher des mémoires, réparer votre histoire. Quand vous faites de la course à pied, n'hésitez pas. J'avais une stagiaire qui faisait de la course à pied régulièrement et qui disait qu'elle trouvait toutes les solutions à ses difficultés ou ses problèmes dans la course à pied parce que pendant le deuxième souffle, eh bien, elle posait sa question et elle recevait les réponses. Et elle était enchantée de vivre ça parce que c'était facile et ça l'aidait beaucoup dans sa vie et dans son travail. La méditation, la contemplation, le silence intérieur sont des outils magnifiques d'expansion de conscience. Les sons, c'est pratique parce que là, vous avez juste à vous laisser porter. Le chant harmonique, le son des cloches, le didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, la musique, musique classique, musique sacrée, chant grégorien, sont des autoroutes. Par exemple, dans la musique sacrée, moi j'ai beaucoup pratiqué avec Bach, Haydn, Vivaldi, Handel, Mozart. Eh bien, sont des autoroutes pour aller en expansion. Le rythme du tambour, la transe, le chaman avec un rythme à 3 temps vous fait faire un voyage chamanique. N'importe qui aujourd'hui, avec un tambour, peut vous emmener en transe et vous faire faire un voyage chamanique. Il n'y a pas besoin d'être un chaman, c'est à la portée de tout le monde. Le bruit de la mer, le bruit de la pluie, le chant des baleines, tout peut vous emmener en état d'expansion de conscience. Vous avez des états de béatitude, des états de contemplation devant un beau paysage, devant un lieu, devant une scène de vie magnifique. Ça vous emmène en état d'expansion de conscience. Les dernières techniques que j'ai expérimentées, je ne vous parle que de mon expérience, je ne vous parle pas de ce qu'il y a dans les bouquins. Tout ce qui est dans cette conférence, c'est du vécu. Eh bien, ce sont les plantes sacrées. C'est la grande mode aujourd'hui. Tout le monde veut aller au Pérou, tout le monde veut prendre l'ayahuasca. C'est fait n'importe comment par des tas de gens qui font de l'argent sur le dos des Occidentaux. Et en plus, ils pillent la forêt de ces lianes d'ayahuasca
et ne font pas les prélèvements de façon durable. Donc attention, ne faites pas n'importe quoi avec les plantes. Iboga, c'est la racine qui vient d'Afrique, j'ai expérimenté. Peyote, cactus San Pedro, champignons hallucinogènes, ayahuasca, je les ai expérimentés également parce que j'ai été formée par un chaman du Pérou pendant des années, y compris en forêt amazonienne, sur la côte, dans les lieux sacrés, pendant différents endroits, pendant des années. Il m'a initiée et c'est lui qui m'a donné ce que j'appelle ma famille de guérison du Pérou, qui est très, très puissante énergétiquement. Eh bien, ces plantes permettent un travail en expansion, d'aller chercher des mémoires. Moi, je ne recommande pas de commencer par ça, l'ayahuasca ou l'iboga. Je vous invite à travailler d'abord un peu sur vous parce que quand vous prenez ces plantes et que vous n'avez jamais travaillé sur vous, vous allez vous retrouver face à des monstres qui vont vous faire très peur. En fait, ce sont que des images égotiques, des images de votre histoire, de votre colère, de ce qu'il y a au fond de vous qui n'est pas très glorieux. Travaillez un peu avant d'y aller. Mais ce sont des plantes utiles, intéressantes dès l'instant où c'est fait correctement dans un lieu sacré, dans une terre sacrée et de façon rituelle. Il existe des techniques très faciles et très simples qui ont été mises au point par le professeur Monroe. Robert Monroe est un physicien américain qui a vécu des états hors corps, qui est des sorties de corps, qui était très inquiet parce qu'il ne connaissait pas du tout, et qui ensuite a décidé d'étudier de façon scientifique ces états, et il a mis au point des fréquences sonores en envoyant des fréquences dans une oreille puis dans l'autre, d'autres fréquences différentes. Il arrive à hémisynchroniser les cerveaux, donc on voit sur le schéma ce que ça donne à droite, et ça permet d'amener le cerveau de façon scientifique avec les ondes sonores en état d'expansion, et donc il fait passer de bêta en alpha, en θ, en delta, en gamma, avec ces ondes sonores. On ne trouve pas dans le commerce tous les CD qui permettent d'aller, enfin autrefois, je ne sais pas si aujourd'hui on les trouve, mais parce que c'est quand même, ça nécessite une certaine initiation, une certaine formation pour y aller, et puis savoir un peu ce qui s'y passe et ce qu'on y trouve. On ne se promène pas comme ça n'importe comment, il y a un protocole à respecter. Mais ce sont des outils extrêmement sérieux, extrêmement faciles d'utilisation, que j'ai beaucoup utilisés. J'ai fait tous les stages Monroe pendant des années, pendant ces il y a 20 ans, je veux dire, et ce sont des outils vraiment très précieux et très sécures. Il n'y a pas de danger. Ils vous emmènent, ils vous ramènent. Alors maintenant, on va comprendre à quoi ça sert ces états d'expansion de conscience. Et pour le comprendre, il faut qu'on se réfère aux approches orientales, aux sciences védiques. Je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes sur cette conférence, vous le savez. Mon corps physique est doublé d'un corps énergétique fait en plusieurs couches. Donc, la représentation de Martin Brofman n'est pas tout à fait juste, mais elle existe et donc je l'utilise actuellement. On a en double de notre corps physique un corps énergétique qui commence par déborder pour former le corps éthérique. Ce corps éthérique et le corps physique, à la mort, disparaissent et retournent à la Terre. Ensuite, on a le corps émotionnel. C'est une couche qui fait environ 50 cm de diamètre, qui est ovale comme un œuf, normalement, et non pas qui épouse la couche du corps. Cette couche, on l'appelle émotionnelle, on l'appelle également le corps de souffrance. Et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. La couche suivante, qui est beaucoup plus fine, dont les vibrations sont beaucoup plus légères, c'est le mental, le corps mental. On l'appelle également causal, on peut l'appeler mental inférieur. Mental inférieur près du corps émotionnel, mental supérieur près du corps bouddhique. Puis on a les corps de lumière, le corps bouddhique, le corps atmique. On a encore en tout 75 corps de lumière et 352 niveaux vibratoires différents. Bien, tous ces corps, on peut les explorer avec différentes techniques. On peut amener sa conscience à l'intérieur et c'est ce qu'on va voir. Notre corps énergétique,
il a des pompes, comme notre corps physique a un cœur qui fait circuler le sang dans les vaisseaux, eh bien le corps énergétique, il a des pompes qu'on appelle les chakras. Il a des gros vaisseaux comme l'artère aorte et les veines caves. Eh bien là, il a Ida, le grand canal, Pingala, le deuxième canal qui est ici en rouge, et Shushumna, qui est le grand canal au niveau de la colonne vertébrale qui part du fond du bassin et qui monte jusqu'au sommet de la tête. Ida et Pingala montent en spirale par chaque chakra. L'un est solaire, c'est Pingala, chaud et descend. L'autre, Ida, est lunaire, froid, féminin, et il monte. Pingala est masculin. Voilà ce qu'on dit dans la tradition. Ensuite, voilà une autre représentation des chakras. Et puis j'aime bien celle-ci parce qu'elle évoque le caducée des médecins et elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. La médecine devrait d'abord être une médecine plus globale qui prend en compte toutes les dimensions du corps physique, éthérique, émotionnel, mental et des corps de lumière et des chakras et de l'énergie dans le corps qui circule plus ou moins bien suivant notre histoire. On ne nous apprend pas ça à l'université, malheureusement. Dans notre corps physique, comme on a des artères et des veines, eh ben on a des méridiens et on a des artérioles et des vénules, on a des nadis. Il y a 72 000 petits canaux qu'on appelle des nadis qui se répartissent dans tout le corps énergétique. Le schéma de droite, je l'ai ramené de mes voyages en Inde. Voilà. Vous trouverez sur le site internet, je ne sais pas si elle y est cette conférence, mais si elle n'y est pas, je vais la mettre. Vous retrouverez ces schémas sur le site internet et vous voyez dans la colonne de droite les différents corps, les corps physiques, éthériques, astral, causal et subtil. J'ai fait les ponts avec mes recherches, avec les différentes formes de l'inconscient jungien, avec la psychanalyse, les perceptions du corps, du temps, de l'espace et du moi en fonction de l'état d'expansion de la conscience. Et donc, vous les retrouvez ici. Et j'ai fait les ponts avec les approches du professeur Monroe qui définit ces différents états avec des niveaux qu'il appelle des focus. Et je vous ai mis les correspondances avec les ondes cérébrales sur chaque focus. Il n'y a aucun bouquin qui parle de ça. C'est une synthèse de toutes mes années de travail et de recherche. Alors, un état d'expansion de conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma conscience s'expanse dans mes différents corps, dans mon corps éthérique, dans mon corps émotionnel ou astral, dans mon corps mental, dans mon corps bouddhique, dans mon corps atmique. Et ma conscience, elle a des sens subtils. Elle voit avec le troisième œil, elle entend avec une oreille subtile, elle sait, c'est cognitif, elle a la conscience, elle comprend, elle sait, et puis elle ressent avec les perceptions subtiles du corps, et on appelle ça la clairsentience. Clairvoyance, clairaudience, clairsentience et cognition. Eh bien, ma conscience s'expanse dans mes différents corps. Quand mes ondes sont en bêta, mon cerveau est en bêta, je suis en veille active et mon corps est limité à ma peau. La perception que j'ai de mon corps, de moi, de l'espace et du temps, eh bien, je suis un corps physique avec un cerveau qui pense. La limite, c'est ma peau. Je suis dans l'action, je suis en veille active. Si je me relaxe et que je me relaxe profondément, que je commence à m'endormir, mon cerveau passe en alpha et ma conscience va commencer à s'expanser dans mon corps éthérique. Monroe appelle ça le focus 12. Puis si je continue cette profonde relaxation et que mon cerveau peut passer en θ avec un peu d'entraînement, on y arrive, eh bien là, je vais entrer dans mon corps émotionnel ou astral. Mon cerveau va passer en θ et en θ, je vais passer en dehors de l'espace et du temps, ce qui me permet de remonter le temps, d'aller chercher mon histoire dans le passé et éventuellement, si je le souhaite, d'aller chercher de l'information vers le futur.
En delta, j'entre dans le corps mental et dans le corps mental, je vais trouver les formes pensées de l'humanité. On va en reparler tout à l'heure. Et puis ensuite, en gamma, je vais entrer dans les corps de lumière. Cet espace de lumière et d'amour, on retrouve la source de lumière et d'amour. C'est symbolique, mais c'est comme ça que je l'appelle. Et je vais vous en reparler encore. Donc, à mesure que mon cerveau passe de bêta en alpha, theta, delta, gamma, ma conscience s'expanse dans mes différents corps. Elle voit, elle entend, elle sait et elle ressent. Certaines personnes ne voient rien, certaines personnes n'entendent rien, certaines personnes ne savent pas, certaines personnes ne ressentent rien, mais quand vous avez l'ensemble, eh bien, vous voyez en cinémascope, et j'ai pour habitude de dire que c'est Bollywood, parce que c'est en couleur, c'est vivant, ça bouge, et on voit vraiment clairement. Alors, pour bien comprendre tout ça et pour comprendre notre histoire, pour comprendre notre souffrance qui a besoin d'être réparée, eh bien, on va faire différents rappels. Qui suis-je? Qui je crois être? Et quelle est mon histoire? Qui suis-je? On se pose la question. Dans mes séminaires, plein de personnes, quand je leur demande qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire, de cette initiation, me répondent, je voudrais savoir qui je suis. Mais quand elles disent ça, elles pensent à leur structure de personnalité. Elles ne pensent pas à qui elles sont vraiment. Je ne suis pas mon corps. J'ai un corps physique. Mon corps physique est le véhicule de ma conscience. Je ne suis pas mon corps, je suis incarné dans un corps. Alors, qui suis-je? Je ne suis pas celui qui pense. C'est pas Descartes qui dit je pense donc je suis, il a tout faux. Je ne suis pas celui qui pense. Je suis en deçà, au-delà de celui qui pense. Je suis celui qui observe, celui qui pense. Et dans toutes les cultures et dans toutes les religions, on dit que l'être humain porte en lui la perfection. Quand j'étais en forêt amazonienne, on me disait, Catherine, au fond de ton cœur, tu portes la perfection. Et lorsque je me connecte à cette perfection, quand chaque jour j'essaie de la manifester de plus en plus en m'identifiant à qui je suis vraiment, eh bien en Amazonie, ils disent que nous réveillons le jaguar au fond de nous. C'est notre chakra du cœur qui s'éveille avec tous ses talents, son intuition, sa capacité de vision globale, sa capacité de vision troisième œil, avec des sens subtils absolument extraordinaires. Voilà ce que j'ai entendu lors de mes voyages avec mon grand ami, mon frère, le chaman qui m'a formé. Donc, dans tous les textes sacrés, si vous retrouvez, vous entendrez, vous lirez que nous sommes à l'image du divin et que nous sommes tous un. Nous faisons partie du grand tout, sauf que nous avons tout oublié, complètement oublié, et ça crée une sorte de douleur profonde. Et nous sommes aveuglés, nous avons totalement perdu la conscience de notre véritable nature divine. Et nous essayons de retrouver cela au dehors de nous. Nous cherchons partout autour de nous à retrouver cette unité perdue, cette conscience de notre vraie nature, et nous n'y arrivons pas. Alors qui suis-je? Eh bien, je suis celui qui observe, celui qui pense, donc en delà, en deçà de celui qui pense. Je suis un potentiel qui tend vers l'infini, vers la perfection. Je suis amour, je suis lumière, je suis toutes les qualités de l'univers. Et lorsque je m'identifie vraiment à qui je suis, je le manifeste. Je me manifeste dans ce que les psychanalystes appellent mon ego positif. Je suis centré. Moi, j'appelle ça se centrer. C'est Edelgood qui m'a formé et qui m'a appris tout ça. Et c'est magnifique. Je suis centré,
Je m'identifie à je suis. Je demande à mon je suis de se manifester à travers moi, d'agir à travers moi, de penser à travers moi, de pardonner à travers moi. Je lui demande à chaque instant d'être là et de prendre le pouvoir en moi. Pour cela, il faut que je demande à mon ego de se taire, mon ego négatif. Je suis, ce sont les deux mots les plus puissants du monde parce que chaque fois que j'ajoute quelque chose à côté, eh bien, ce sont des pensées créatrices qui façonnent ma réalité. Alors essayons de rester positifs, arrêtons de nous condamner, de nous juger, de dire je suis pas comme si, je suis pas assez, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable, je suis pas légitime. Arrêtons de le penser parce qu'à chaque fois, nous nous façonnons une réalité négative. Faites votre marguerite, dessinez et sur chaque pétale, mettez toutes les qualités de l'univers. Vous êtes magnifique, vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes perfection, vous êtes fraternité, solidarité, joyeux, joie pure, amour. Vous êtes unique, vous êtes tendresse, vous êtes douceur, vous êtes intelligence, vous êtes beauté. Notez toutes ces qualités, faites votre marguerite, contemplez-la chaque jour. Vous allez de plus en plus vous identifier à qui vous êtes vraiment et vous allez le manifester de plus en plus. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai oublié ce je suis? Eh bien, c'est mon histoire. C'est mon histoire d'incarnation. Et donc, pour comprendre pourquoi j'ai tout oublié, pourquoi je vais avoir besoin de réparer, eh bien, on va traverser tous ces chapitres et on va regarder ensemble. Mon histoire commence avant même mon incarnation. Quand je choisis de venir vivre l'expérience de la vie sur la terre, quand mon âme est en joie de venir s'incarner, de vivre une expérience à travers la sensation, elle a passé des contrats avec des êtres de l'autre côté. Elle a choisi un papa, elle a choisi une maman, elle a choisi une histoire. Et puis elle a déjà vécu plein d'autres vies. C'est ce qu'on appelle les mémoires karmiques. En Inde, on croit au karma. En Europe, on n'en parle pas du tout. On ne parle pas du tout de vie antérieure ou de vie parallèle, on peut dire également. Ces mémoires karmiques font que nous portons en nous ce qu'on appelle une dette karmique. Ces mémoires karmiques, elles ont un siège dans le corps énergétique, sous les pieds, on l'appelle le double plantaire. C'est pour ça qu'on ne oriente jamais ses plantes de pied vers une personne et jamais dans les temples, vous verrez un moine mettre ses plantes de pied vers un collègue ou vers un maître. Mémoire karmique. Les deuxièmes mémoires qui vont nous colorer, qui vont nous envahir et nous enfermer, ce sont les mémoires collectives. Et dans les mémoires collectives, il y a toutes les formes pensées. Le milieu social dans lequel je m'incarne va m'impacter, va me façonner, va me donner des codes, des, des règles, des repères. Les mémoires religieuses dans lesquelles je vais être éduquée vont faire que j'appartiens à cet égrégore religieux, et les égrégores religieux sont très puissants, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont beaucoup d'adeptes, beaucoup de pratiquants, parce que les pratiques et les réunions sont renouvelées régulièrement, ce qui donne du pouvoir à l'égrégore. Ce qui va me façonner, c'est les écoles de pensée avec mon éducation, les écoles où je vais aller, avec ma culture, avec les us et coutumes de mon pays, le régime politique de mon pays, tout ce qui fait le collectif dans lequel je m'incarne, eh bien, ça forme des pensées, ça forme des égrégores auxquels j'appartiens, qui sont plus ou moins puissants suivant leur nature. Ensuite, pardon, il y a les mémoires familiales. Je vais récolter des fidélités avec mes ancêtres. Si j'ai le même prénom, si j'ai le même jour, le même mois de naissance, de mariage, de décès, je vais être en lien, enfin il y a plein d'autres cas, je vais être en lien de fidélité avec ma famille, avec mes ancêtres. Et on voit en étudiant en psychogénéalogie ou en constellation familiale que notre histoire se reproduit de génération en génération avec ses fidélités.
Et donc, cette couche de l'histoire familiale, de l'inconscient familial, comme l'appelle Carl Gustav Jung, elle vient m'envelopper et m'emprisonner. Et puis, la dernière couche que j'ai représentée ici en rouge, c'est la couche de mon histoire personnelle. Cette couche, c'est mon histoire avec tout ce que j'ai vécu de difficile, de douloureux, toutes mes carences, toutes mes blessures de l'âme, tout ce qui s'est créé durant ma vie depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces couches de mémoire personnelle, on va avoir les mémoires de ma conception. Est-ce que j'ai été désirée, attendue, souhaitée? Est-ce que pendant la grossesse, j'ai reçu de l'amour, de l'attention, de la tendresse, de la bienveillance? Est-ce que ma naissance a été facile? Est-ce qu'il y a eu des forceps, une césarienne? Est-ce que j'ai été accueillie? Est-ce que j'ai reçu de l'amour? Est-ce que je suis partie en couveuse? Est-ce que j'ai été réanimée? Comment est-ce que j'ai vécu mes premiers mois, mes premières années? Qui s'est occupé de moi? Qui m'a éduquée? Est-ce qu'il y a eu de l'amour, de l'accompagnement bienveillant, de l'initiation tendre, douce et pleine de bienveillance? Est-ce que mon enfance a été facile? Est-ce que j'ai vécu des blessures, des pouvoirs de domination de mes parents? Et puis, qu'est-ce que j'ai vécu adolescent? Qu'est-ce que j'ai vécu jeune adulte? Puis, qu'est-ce que j'ai vécu adulte? Chaque étape de ma vie est remplie de traumatismes, de blessures, de carences qui font que cette couche se construit. Elle contient toutes les mémoires de mon histoire, on l'appelle le potentiel de vie contrarié, et je vais avoir tendance à m'identifier à cette couche, et c'est quand je suis dans cette couche, que je m'identifie à cette couche, je suis décentrée et je ne suis pas créateur de valeur. Quand je m'identifie à mon je suis, qui est au centre, avec son potentiel qui tend vers l'infini, eh bien, je suis centrée. Donc, au final, il y a deux parts en moi, ma part de perfection divine, d'amour, de lumière, mon je suis, et ma part d'ombre forte, faite de toutes mes blessures, mes souffrances, mes carences, avec tout ce que j'ai construit avec pour m'en sortir. Eh bien, cette histoire personnelle, avec toutes ces blessures, elle m'impacte. Elle crée des mémoires négatives qui font que doucement je perds la conscience de ma valeur, la conscience de mes talents, que les talents qui sont en lien avec les blessures et les mémoires sont refoulés et coincés, oubliés, je n'y ai plus accès. J'ai abîmé et dévalorisé mon image. Je n'ai plus conscience que je suis qu'un petit truc tout rabougri et j'ai construit tout autour de moi de mon je suis que j'ai oublié, dont j'ai oublié l'existence, une couche de personnalité extérieure pleine de piquants, pleine de stratégies inconscientes pour m'en sortir, pour m'adapter, pour survivre, pour compenser. C'est mon potentiel de vie contrarié. Et donc cette partie de nous, cette couche de personnalité, je l'appelle qui je crois être. Ce sont toutes mes blessures, tous mes talents refoulés, toutes mes carences. C'est cette couche. Et au fond de moi, dans mon inconscient, il y a tous mes talents oubliés. Il y a les mémoires de ma souffrance, mais il y a également tous mes talents oubliés, toutes mes qualités de je suis dont je n'ai plus conscience. C'est de l'or à ma disposition. C'est comme si j'avais une hotte de Père Noël dans le dos pleine de talents que je n'utilise pas, que je ne manifeste pas, et je ne sais même pas que j'ai cette hôte dans mon dos avec toutes ses qualités. Et j'ai construit cette couche qui va former ce qu'on appelle mon ego négatif. Et je vais mettre en place plein de stratégies pour essayer d'obtenir un peu d'amour, un peu de reconnaissance, des succès d'années d'amour et de reconnaissance qu'on appelle des bénéfices secondaires. Et jour après jour, je m'identifie à cette couche. Elle est remplie de peur, de doutes, de croyances, de limitations, et je suis décentrée. Ainsi, dans la vie, je n'ai que deux postures possibles. Soit je suis centrée,
dans mon je suis et je le manifeste. Et la vie est légère, facile, dans le lâcher-prise. Elle est magique. Soit je suis décentrée, qui je crois être, dans ma couche de souffrance, dans mes peurs, dans mes limitations. C'est mon potentiel de vie contrarié, c'est ma couche de personnalité extérieure. Et au fond de moi, eh bien, il y a notre enfant, l'enfant de notre histoire, notre petit garçon, notre petite fille, c'est notre enfant intérieur blessé. Et notre enfant intérieur, ce qu'on appelle notre enfant intérieur en psychologie, c'est une couche de notre personnalité qui est très active, qui est totalement inconsciente, qui a une énergie autonome et qui est capable d'agir à notre insu dans tous les aspects de notre vie. Et cette couche au fond de nous raconte l'histoire de l'enfant que nous avons été, de ce qu'il a vécu d'heureux, de joyeux, d'amour, de présence, d'accompagnement bienveillant, et tout ce qu'il a vécu de négatif, de douloureux, de difficile, ses traumatismes, ses blessures et ses carences. Et cet enfant en souffrance au fond de nous nous fait croire que nous ne sommes pas assez, que nous sommes moins, que nous sommes le moins, que nous sommes plus, que nous sommes le plus, que nous sommes différents, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas légitimes. Cette partie de nous a peur, elle doute, elle est pleine de limitations et de croyances, et elle nous maintient dedans. Et ça amène de la frustration, de la colère, de la tristesse, de la dépression, qui peuvent somatiser et donner des pathologies et des dépressions graves. Voilà ce qui se passe au fond de nous avec notre histoire et nos carences. Le problème de cette couche de personnalité extérieure de qui je crois être, c'est qu'elle a un super copain. Mais un super copain, et c'est le mental, c'est le copain de l'ego. Et tous les deux, disait Edelgood, c'est une association de malfaiteurs. Ce super copain mental pense tout le temps. Il fait un écran. Il m'envahit avec ses pensées. Il passe son temps à mettre mon repère à l'extérieur pour aller chercher qui je suis, pour essayer de comprendre qui je suis. Il me compare, il me hiérarchise, je suis plus, je suis moins, je suis le plus, le moins, etc. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Le jeu égo, moins égo négatif, existe dans la comparaison. Il se cherche en permanence dans le repère de l'autre. Et l'ego sait très bien que nous ne sommes pas je suis. Et ce mental nous aveugle tellement que j'ai complètement oublié. Et il me ramène en permanence dans le passé pour me rappeler que je suis une victime, qu'il n'y a que des bourreaux autour de moi, pour rechercher d'autres victimes, pour faire des associations de victimes dans le style « Ah, il t'a fait ça, toi, mais moi, tu sais ce qu'il m'a fait, etc., etc. » Et donc, il me projette également dans le futur, où il va me dire à voix basse à l'intérieur de ma tête quand je veux faire quelque chose, mais tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez, tu n'es pas capable, tu n'es pas légitime, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas dire, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et donc je vis dans le passé, je vis dans le futur, mais je ne vis plus dans le présent. L'ego ne vit pas dans le présent, seul je suis vit dans le présent. Je suis vie dans le présent et c'est dans le présent qu'il y a la joie, qu'il y a l'amour. Mais ce copain mental plus ma couche de personnalité qui forme cet ego négatif, eh bien, ils ont peur de mourir, ils ont peur d'être démasqués. Alors je me perds et j'oublie vraiment qui je suis. Et ça fait un vide immense puisque j'ai complètement perdu cette conscience de qui je suis. Et par tous les moyens, je vais essayer de combler ce vide. Et je vais les combler en nourrissant mon ego. Donc, je vais essayer de nourrir ma sécurité, je vais essayer de nourrir mon appartenance à un groupe où j'aurais peur d'être jugée, peur d'être rejetée, peur d'être excommuniée. Je vais essayer de nourrir l'image que j'ai de moi, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable. Donc, je vais essayer de compenser. Et puis, je vais avoir peur du changement, je vais avoir peur de prendre des risques, je vais avoir peur de m'épanouir, de réussir ou de rater, etc. On va retrouver la pyramide de Maslow.
Et puis, pour compenser ce vide et essayer de réparer mon image abîmée, ben, je vais mettre en place mes stratégies inconscientes pour m'adapter. Alors, je m'adapte. Ben, je vais essayer d'être parfait, je vais essayer de faire des efforts, je vais essayer de faire vite, ou alors je vais essayer d'être fort. Je vais essayer, et pour être fort, ça peut aller jusqu'à des stratégies de survie où je me coupe complètement de mon corps, de mon ressenti, de mes émotions, même pas mal. Je monte mon énergie dans ma tête, je survis dans ma tête, je me raconte des histoires, je vis dans mon imaginaire, donc je suis le héros. Et puis, je vais chercher avec des stratégies de compensation, chercher des bénéfices secondaires pour avoir l'illusion d'être aimé, pour avoir l'illusion d'être reconnu, pour avoir l'illusion de redécouvrir qui je suis. Et voilà. Et puis, dans ces stratégies inconscientes, je vais courir après le pouvoir, parce que si j'ai du pouvoir, ben, je suis reconnue, je suis quelqu'un d'important. Si j'ai de la voix, eh ben, je suis important, j'ai tant de zéros sur mon compte en banque. Et puis, avec la voix, on a aussi tous les désirs, courir après les désirs, après la jouissance, après le plaisir. Courir après des sensations fortes, si je suis coupée de mon ressenti, de mes émotions, je vais avoir tendance à aimer tout ce qui est sport extrême, parce que ça me donne la sensation d'exister, alors que ce n'est pas là que j'existe. Et puis courir après le paraître, parce que si je peux pas, ben, je vais essayer de faire illusion et je vais me perdre. Voilà. Et je me perds dans ce monde dans lequel on est, ce monde d'illusion, et j'oublie de me rappeler qui je suis. Et je suis décentrée et je ne suis pas créateur de valeur. Alors maintenant, on va aller voir mon histoire, qu'est-ce que ça donne au final. Eh bien, mon histoire, d'abord, toutes mes mémoires, toute mon histoire, elles forment ce qu'on appelle une grande mémoire. C'est stocké dans les centres de la mémoire. Les centres de la mémoire sont dans le cerveau limbique. Vous voyez, c'est le cerveau qui est là en bleu, avec de chaque côté les noyaux gris centraux. L'espèce de grosse langue, c'est ce qu'on appelle les corps calleux. Les deux petites cornes, c'est ce qu'on appelle les amygdales. Alors là, on a l'hypothalamus, le thalamus, l'hippocampe, la zone réticulée. Eh bien, ce sont la zone réticulée, l'hippocampe, les amygdales sont des centres de mémoire. On a des centres de mémoire récentes, puis ensuite ça passe dans des centres de mémoire anciennes. Alors, je ne vais pas détailler les différents cerveaux, mais le cerveau fonctionne sur trois niveaux différents. Le cerveau des reptiliens, c'est le végétatif, c'est le cerveau réflexe qui gère l'instinct de survie, qui gère toutes les régulations du corps, le cœur, les poumons, la respiration, la libération de glycogène, la tension musculaire, etc. C'est un cerveau qui est programmé, il a un disque dur avec des programmes pour s'adapter à toutes les situations et particulièrement en cas de danger. C'est lui qui est à l'origine réflexe de notre instinct de survie et de notre capacité à fuir, à nous défendre ou à attaquer. Le cerveau limbique, alors le cerveau reptilien, on le partage avec les crocodiles, les varans, les reptiles, les lézards, c'est le même. Le cerveau limbique, il est un peu plus évolué, c'est un cerveau qui est capable d'avoir des émotions. C'est celui qu'on partage avec les mammifères. Les chiens, les chats, les dauphins, les chevaux, si vous les regardez, sont des animaux doués d'émotions, de sentiments. Il n'y a qu'à voir l'amour des chiens pour leur maître, leur fidélité, quoi qu'il arrive. Eh bien, on a ce cerveau limbique comme les animaux. À la naissance, ce cerveau, il est vierge et il va s'imprégner des expériences vécues en fonction de la mémoire. Et en fonction des mémoires positives ou négatives, il va noter dans j'aime ou je n'aime pas. Et il stocke dans ce cerveau, dans les différentes zones. Et puis au-dessus, on a le copain, là, le mental, celui qui pense tout le temps. C'est celui qui réfléchit, qui est à l'origine du langage, des concepts, de la capacité d'abstraction, celui qui a créé des idées, qui a de l'imagination, etc. Et puis on dit aussi que c'est le centre du raisonnement, de la logique, de l'adaptation à l'environnement. Le centre de la conscience, c'est-à-dire la bonne conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Eh bien, nos mémoires, toute notre histoire, positive ou négative,
nos mémoires sont stockées dans les zones du cerveau limbique. Nos mémoires sont stockées dans les profondeurs de l'inconscient, schéma des psychanalystes, 1/10 de notre personnalité consciente, 9/10 d'inconscient, l'or au fond avec tous les talents oubliés et nos mémoires refoulées, cachées, bien enfouies au fond. Deuxième zone de stockage, les mémoires sont stockées dans notre corps énergétique. Les mémoires forment des condensations dans notre corps énergétique. Et lorsqu'une condensation se forme, l'énergie est bloquée. Elle ne circule plus. Donc j'ai marqué la petite flèche verte bloquée par la mémoire. Et les talents que j'ai représentés par un soleil, eh bien, ils sont coincés derrière. Ils ne sont plus accessibles. Toutes les mémoires de notre histoire personnelle sont stockées dans le corps émotionnel. C'est pour ça qu'on l'appelle corps émotionnel, corps de souffrance, corps astral. Au-delà, à la fin de l'émotionnel et au début du causal, on va trouver les mémoires familiales, les fidélités, les secrets de famille, tout se trouve là autour, au-delà des mémoires personnelles. Et puis encore derrière, dans le corps mental, on va trouver les mémoires collectives avec tous les amas de formes pensées, les mythes, les symboles, tout ce qu'on nous a raconté, tout ce à quoi on appartient, les religions, ça forme des amas qu'on appelle des égrégores. Et il y a également des formes comme des sortes de manteaux qui viennent nous habiller, qu'on appelle les archétypes. Il y a 8 familles d'archétypes. Je ne vais pas le détailler parce que ce n'est pas la conférence de ce soir, qui viennent habiller soit notre ego positif et qui renforce son pouvoir et sa puissance, soit ils habillent notre ego négatif. Et là, ils font que nous ne sommes pas du tout, mais pas du tout, du tout des créateurs de valeur. Donc les mémoires trouvent un stockage, un lieu, un siège dans le corps énergétique. Corps émotionnel, les mémoires personnelles, fin du corps émotionnel, les mémoires familiales, corps causal ou mental, les mémoires collectives. Et elles ont cet impact. Les mémoires ont également des prolongements depuis le corps énergétique dans les muscles. Elles forment également des condensations dans les muscles. Si vous vous faites masser, votre masseur peut sentir comme des boules dans les muscles. Ça fait comme des tensions, des zones, comme une boule. Et si vous avez déjà fait des massages, quand la personne qui vous fait des massages de relaxation ou même énergétique, elle sent et elle peut réveiller la mémoire. Ça va aller titiller la mémoire qui est dans le corps énergétique et ça va la réveiller et ça va libérer des émotions en lien avec cette mémoire, en lien avec l'histoire. Et il est possible, par exemple, que lors d'un massage, vous ayez des sensations avec des émotions fortes, des larmes qui remontent, parce que cette mémoire est réveillée et sans forcément savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Et donc, un travail pourra être fait sur cette mémoire afin de la réparer. Maintenant, on va comprendre comment notre histoire, notre enfant intérieur impacte notre vie à chaque instant. À chaque instant, nous vivons des situations, quelles qu'elles soient. Quand une situation rappelle quelque chose de positif, quand elle arrive, elle est filtrée par le cerveau limbique, il suffit qu'il y ait quelques informations concernant la situation. Une seule suffit. Par exemple, je suis en présence d'un monsieur ou d'un homme qui a une moustache ou d'une femme qui a un gilet rouge. Le gilet rouge ou la moustache, c'est une seule information qui peut, par le filtre limbique, réveiller une mémoire. Le filtre limbique prend l'information et va aller chercher dans son stock de mémoire à quoi ça ressemble. Il y a les mémoires positives, il y a les mémoires négatives. Si ça ressemble à une mémoire positive, le cerveau limbique va envoyer un message et dire j'aime. Quand le cerveau limbique dit j'aime, eh bien mes 3 cerveaux, cognitif, limbique et reptilien, vont coopérer. Ils vont fonctionner en harmonie. Et donc, je suis centrée, je suis dans l'action,
Mon cerveau va fonctionner détendu, relaxé en alpha, en bêta si j'ai besoin d'être très actif. Et je suis créateur de valeur et j'ai plaisir à faire ce que j'ai à faire. J'ai plaisir à être avec la personne. Nous sommes heureux et tout va bien et c'est léger. Maintenant, si l'information qui arrive au cerveau limbique vient réveiller une mémoire négative, eh bien là, mon cerveau limbique réagit, il est en réaction, il envoie une information en disant attention, danger. Dans le passé, il s'est passé ça, tu as été puni, tu as été rejeté, tu as reçu des coups, peu importe. Il se rappelle et il dit attention, danger. Et la situation du passé va se projeter sur la situation du présent. Là, mes trois cerveaux sont en compétition. Dès l'instant où ça dit danger, j'ai un système réflexe qui fait que c'est mon cerveau qui commande, qui gère les instincts, qui gère la survie, qui gère le bien-être du corps et l'adaptation du corps, qui va prendre les commandes. Et c'est mon cerveau reptilien. Et mon cerveau reptilien, comme je le partage avec les crocodiles, eh bien, il va se conduire, faire en sorte que l'être humain se conduise comme un crocodile. Et je vais avoir trois types de réactions. Je vais être soit dans la lutte, soit dans la fuite, soit dans le repli. Ce sont les réactions instinctives quand une mémoire négative est réveillée, que ça crée un stress qui libère de l'adrénaline. D'abord, l'hypothalamus envoie une onde vers l'hypophyse, qui envoie une hormone vers la cortico-surrénale, qui libère de l'adrénaline, qui libère du glycogène, qui augmente la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension musculaire. Et là, je suis prêt à réagir. Dans la première situation, je reste centré. Dans la deuxième situation, je suis décentré. Je ne suis pas créateur de valeur, je suis en stress et je suis en réaction. Voilà quelques exemples de comportements reptiliens. Quand le crocodile est dans la lutte, ben, il est agressif, il est capable de sortir les crocs, de donner des coups de patte, mais il est aussi capable d'entrer dans le rapport de force, ou de manipuler, ou de mettre sous emprise, ou de harceler, de prendre le pouvoir, d'être violent, etc., verbal, physique, etc. Dans la fuite, ben, je vais fuir physiquement, je vais quitter les lieux, mais ça peut être aussi une fuite beaucoup plus subtile. Je vais me trouver une maladie ou me faire un accident pour m'extraire d'une situation devenue intolérable, devenue trop difficile, dans laquelle je suis trop malheureux. Et donc, je peux me faire une entorse, une gastro, me créer un cancer, ça peut aller jusque-là. Il y a aussi un autre type de fuite, c'est la fuite psychique. Je vais cacher mes émotions derrière le masque du tout va bien, par exemple, derrière le masque du clown. Je fais le clown pour masquer mon émotion, pour ne pas montrer que je suis pas à l'aise, que je suis pas très bien. Je fais le clown. Ou je vais fuir dans ma tête, dans mon mental, dans mes pensées, me déconnecter de mon corps, me déconnecter de mes émotions pour ne plus ressentir. Ou alors, je vais bouder, ruminer, mais je peux aussi me sidérer, me tétaniser, me figer complètement. Je peux même aller jusqu'à me résigner, me laisser mettre sous emprise, me soumettre, et ça se termine bien souvent par une belle dépression. Le marqueur physiologique de tous ces états, c'est la cohérence cardiaque. Sur le premier schéma tout en haut, vous avez l'incohérence cardiaque. Ça vous montre les variations de la fréquence cardiaque quand je suis décentré. C'est très irrégulier. Quand je suis centré, les variations de ma fréquence cardiaque sont très régulières. Et lorsqu'on fait un enregistrement de bout de doigt avec un petit appareil comme un Holter, eh bien, on va voir cette sinusoïde magnifique. Et si on superpose dessus les ondes cérébrales, eh bien, on voit que la cohérence cardiaque ressemble aux ondes alpha lorsque je suis détendu et relaxé. L'incohérence cardiaque correspond aux ondes bêta, beaucoup plus rapides, beaucoup plus irrégulières quand je suis stressé. Alors maintenant,
eh bien, on va essayer de réparer son histoire. Et on va regarder comment on fait pour réparer son histoire. Pour réparer son histoire, il faut d'abord choisir de se libérer du passé. Il faut avoir envie d'y aller, envie de le faire. Donc, vous avez le plan de ce que nous allons regarder là maintenant pour retrouver les différentes étapes. Premièrement, je me libère du passé. Comment est-ce que je fais pour me libérer du passé? Il va falloir que j'apprenne à gérer mes émotions, à rester centré. C'est ce qu'on appelle développer son savoir-être, développer son intelligence émotionnelle et pour manifester ce savoir-être dans les savoir-faire. Mais ça ne s'apprend pas dans les livres. Il faut l'expérimenter avec le corps et il faut de l'entraînement. Alors oui, l'approche l'ivresse cognitive va vous aider à comprendre ce qui se passe, mais pour que ça change, il faut vraiment le vivre. Et pour le vivre, il faut d'abord faire un arrêt sur image, mettre son repère à l'intérieur, ouvrir sa conscience, reconnecter ses émotions et ressentir pour s'apercevoir très vite, le plus vite possible, et bien qu'on est décentré, qu'on a peur, qu'on est mal, qu'on a les mains un peu moites, qu'on a le cœur qui s'accélère, qu'on doute, qu'on est dans sa limitation, dans ses croyances, expérimenter le ressenti, accueillir ses émotions. Et à partir de là, ben, on va apprendre à se centrer. C'est très, très facile. C'est plus facile que d'expérimenter le ressenti et d'accueillir ses émotions. Et puis ensuite, avec un peu d'entraînement, ben, on va remplacer l'habitude existante par une beaucoup plus positive. Et puis, la dernière chose, eh ben, il va falloir nettoyer les mémoires du passé. Alors, comment on fait pour gérer ces émotions, réparer et réparer ces mémoires? C'est ce qu'on va voir maintenant. Gérer ses émotions, il faut d'abord accepter que nous sommes 100% responsables. Je suis responsable de ce que j'ai à vivre. Je l'ai créé, je l'ai attiré là. Toutes mes pensées négatives attirent que des choses en résonance. Donc, j'essaie d'être le plus positif possible. J'ouvre ma conscience, je mets mon repère à l'intérieur et j'observe. J'essaie de quitter mon mental, de descendre dans mon corps, d'accueillir ce qui se passe dans mon corps. J'ai peur, j'ai mal, je doute, j'ai froid, je suis tendue, j'ai le cœur qui bat. Observer son ressenti. Et puis, c'est accepter que ben, on n'est pas des êtres super doués pour tout et que, eh bien, on a le droit d'avoir peur, de ne pas être parfait. Le plus difficile, c'est pas de se centrer, c'est reconnaître que nous sommes décentrés, c'est d'accueillir l'émotion qui est là, c'est accepter notre vulnérabilité. Alors, comment on va faire? Pour se centrer, ben ça, vous allez y arriver. Il y a juste à mettre l'intention, je m'arrête et je réfléchis. Je me centre. Je mets mon repère à l'intérieur. Je pose cette intention. Je me sens. On rectifie sa posture, on se redresse, on plante ses pieds dans la terre. On branche sa tête au ciel et on prend son axe. Je suis bien droit sur ma chaise, je suis droit debout, je décroise les bras, je décroise les jambes. Et j'amène ma conscience dans mon cœur. C'est pas compliqué, je demande juste conscience dans le cœur. Et ma conscience, elle y va, elle obéit au doigt et à l'œil. Et puis je respire lentement et calmement, amplement. Eh bien, en moins d'une minute, je suis centrée. La cohérence cardiaque revient. Et dès l'instant où je suis centrée, eh bien, je suis, se manifeste. Je m'exprime à mon plus haut niveau de potentiel et je donne le meilleur de moi-même et je suis créateur de valeur. Et donc, en résumé, pied dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur et je respire lentement et calmement. Ça, c'est la première étape. J'essaie de gérer mes émotions au mieux. Maintenant, l'idéal, ce serait de guérir son histoire pour que les mémoires ne se projettent plus sur les situations du présent. Donc, on a un système de guérison automatique qui fonctionne très bien, qu'on appelle le système adaptatif de traitement de l'information et qui conduit à la résilience. Et donc, cette résilience, elle apparaît parce qu'au bout d'un certain temps, on s'habitue au traumatisme, à la souffrance quand on a été victime d'un accident, d'un attentat, d'un cambriolage.
On est traumatisé, puis au bout d'un certain temps, on accepte, on fait face, on digère, et cette mémoire, tout doucement, va se refouler dans les profondeurs et on va dire qu'on entre en résilience. Mais la mémoire, elle est toujours là, elle est au fond, elle est refoulée et elle est toujours active. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On peut aussi faire face à son histoire. Faire face à son histoire, on peut le faire à travers une thérapie, à travers une psychanalyse. C'est accepter que nos parents n'étaient pas parfaits. J'ai souvent vu sur des séminaires des personnes qui disaient: ma mère, c'est une sainte, ma mère était parfaite. Et puis, au bout de quelque temps, lorsqu'ils acceptent de quitter le déni et de regarder réellement, de faire face à leur histoire, on s'aperçoit que maman, elle a fait du mieux qu'elle pouvait, mais elle n'était pas parfaite. C'était pas une sainte. Donc, nos parents n'étaient pas parfaits. Et dans notre histoire, eh bien, on va découvrir que nos parents, dans leur façon de nous éduquer, d'agir, de dire, de parler, ils ont ce qu'on appelle des pouvoirs de domination parentaux. Alors, moi, j'en ai relevé un certain nombre, je suis à 7. Comment il s'appelle? Il y a dans ce qu'on appelle le livre sur la toxicité parentale, elle les classe pas tous, elle en a relevé quelques-uns aussi. Et je vais vous donner quelques exemples. Je les développe en détail dans la conférence sur la toxicité parentale. Un parent intimidateur, c'est un parent violent, c'est un parent trop autoritaire, c'est un parent qui juge et qui critique, c'est un parent qui peut avoir qui hausse le ton, qui parle fort, qui se met en colère, qui crie, avec tous les degrés qu'il y a à l'intérieur. Un parent interrogateur, c'est un parent qui pose des questions tout le temps, qui est intrusif, invasif, qui contrôle, qui surveille. C'est un parent qui ne respecte pas l'espace privé de l'enfant. Un parent indifférent, ça peut être un parent décédé, un parent divorcé qui n'est plus là, un parent peu accessible, un parent très absent, un parent qui exprime peu ses sentiments, qui donne peu d'amour. Un parent plaintif victime, ça peut être un parent qui se plaint tout le temps, qui culpabilise avec tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifié pour toi, qui est dépressif, qui est malade, c'est pas toujours leur faute, hein, la maladie quand elle arrive, mais le parent plaintif victime met toute la famille sous emprise. Un parent déficient, ça peut être un parent qui se drogue, qui boit de l'alcool, qui est ivre, qui a des comportements en conséquence, mais ça peut être aussi un père, une mère enfant ou totalement irresponsable. Ensuite, il y a les pervers manipulateurs, tous ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent sans jamais le demander, qui manipulent en permanence de façon perverse, subtile et qu'on ne voit pas toujours venir. Et puis, il y a les perversions sexuelles, le non-respect du corps de l'enfant, le toucher non sain, les abus, les viols, etc. Voilà, c'est très court, là, ça fait l'objet d'une conférence entière, et tout ça a des conséquences extrêmement importantes en termes de stratégie inconsciente, en termes de scénario de vie, en termes d'injonction, de driver, mais je ne peux pas le développer là. Donc, faire face à son histoire, c'est accepter de regarder nos parents sans les juger, sans les condamner, sans chercher à régler nos comptes avec eux, mais regarder, faire face. Parce que ce à quoi je fais face, c'est face. Ce à quoi je résiste, persiste. Faire face à son histoire, c'est déjà commencer à réparer. Je fais face, j'accepte, je regarde, je ne juge pas. Alors maintenant, on va voir l'impact et l'intérêt des états d'expansion de conscience pour réparer son histoire. Je pars en expansion de conscience et je vais chercher une mémoire. Elle apparaît, elle s'ouvre, les mémoires s'ouvrent quand elles sont prêtes. Quand nous avons le niveau d'énergie nécessaire pour les accueillir, c'est vraiment très bien fait. Jamais une mémoire douloureuse, difficile ne remontera si vous n'êtes pas en état de l'accueillir. Donc, je pars en expansion de conscience dans mon corps astral, dans mon corps de souffrance, mon corps émotionnel, et je tombe sur des mémoires. Je vais tomber sur une mémoire de mon passé, de mon histoire d'enfant, de petite fille ou de petit garçon, et cette mémoire s'ouvre. Quand la mémoire s'ouvre, toutes les émotions contenues dedans se libèrent.
Il est possible de se retrouver avec des larmes, avec de la peur, avec de la tristesse, avec de la colère. Vous retrouvez les émotions de l'événement, de ce qui s'est passé sur cette tranche de vie à ce moment-là. Vous, l'adulte d'aujourd'hui, en expansion de conscience, vous allez aller voir le petit enfant d'autrefois que vous étiez. Et vous allez lui parler, vous allez le prendre dans vos bras, vous allez le consoler, vous allez l'écouter. Il va vous raconter son histoire, sa souffrance, ses carences. Vous allez devenir son parent bienveillant à partir de maintenant. Vous l'aimez, vous le protégez, vous en prenez soin. Et vous l'accueillez pleinement et vous le consolez sans juger, sans jamais juger. Et vous l'aimez. Vous aimez cette partie de vous-même qui est en souffrance, cette partie de vous-même qui n'est pas parfaite. Vous réapprenez à vous aimer. Une fois que vous avez fait ce travail, vous allez vous expanser un peu plus loin dans les corps de lumière et vous allez imaginer qu'il y a une source, une cascade de lumière et d'amour qui descend depuis la source. Et vous allez emmener ce petit enfant sous la cascade, sous la source, pour le réparer. Et cette source va l'inonder d'amour, l'inonder de lumière. Et cet amour et cette lumière vont nettoyer la mémoire, les mémoires présentes. Elle va remplir l'enfant de lumière et d'amour, réparer la souffrance, jusqu'à ce qu'il soit comme un soleil, comme un diamant scintillant. Et lorsque cet enfant est devenu ce soleil magnifique, comme vous l'avez là sur la représentation, eh bien, vous le ramenez dans votre cœur. Vous le lovez au fond de votre cœur. Cet enfant revient dans votre cœur. Bienvenue, petit enfant. Bienvenue à la maison. À partir de maintenant, moi, l'adulte d'aujourd'hui, je veille sur toi. Tu es en sécurité et tu ne crains plus rien. La plasticité cérébrale est telle que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui s'est passé réellement dans la vie, dans votre histoire, et ce qui vient de se passer dans le virtuel, dans la visualisation que nous faisons. Et c'est cette situation réparée de l'enfant guéri, de l'enfant rayonnant, lumineux soleil, qui va prendre la place de l'enfant en souffrance. Et la mémoire est réparée. Lorsque vous repasserez dessus quelque temps après, vous verrez qu'il n'y a plus d'émotion, plus de souffrance. Et avec le temps, à force d'aller en expansion de conscience dans cet état, vous verrez que votre enfance redevient une enfance de lumière et que vos parents se réparent également, nous allons le voir, et qu'ils deviennent des parents bienveillants. Voilà, l'enfant réparé a pris la place de l'enfant blessé dans votre cœur et il rayonne. En même temps, vous allez faire un travail sur le parent qui vous a blessé. Et vous allez inviter votre parent, la personne qui vous a fait souffrir, et la mettre sous la cascade. Et vous allez la laisser se remplir de lumière et d'amour. Et ça, vous allez la visualiser avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Et vous allez aller chercher au plus profond de vous votre colère, votre ressentiment. Et vous allez l'exprimer sur la couche d'ombre sur le qui je crois être, qui il croit être de votre parent. Et vous allez casser cette couche alors que sa partie de lumière se revivifie sous la source. Et vous allez détruire. Et donc, vous serez peut-être obligé de prendre une batte de baseball, peut-être même un pistolet laser, peut-être une bombe atomique, parce que parfois cette couche est tellement dure et tellement difficile à casser, il ne faut pas hésiter. Un marteau-piqueur, détruisez cette couche d'ombre du parent et laissez-le se remplir de lumière et à aucun moment vous ne touchez à sa lumière. Qu'est-ce qui se passe alors? Vous renoncez à votre colère,
Vous renoncez à votre vengeance, vous renoncez à votre ressentiment. On appelle ça faire rémission de l'offense, rémission de la blessure, rémission de la haine. Et centré sur votre cœur de lumière, vous allez voir en découvrant votre parent qui serait pas, vous allez le voir sous la forme du parent parfait qu'il aurait pu être si lui-même avait eu aussi des parents parfaits. Et vous sentirez un lien d'amour se recréer entre votre cœur de lumière et le cœur de lumière de votre père qui serait pas, ou de votre mère, ou de la personne qui sera là. Et donc, vous allez sentir ce don de l'amour qui se fait. Par le don de l'amour, je recrée le lien, je répare le lien, c'est le pardon. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman. Et en pardonnant, je me libère complètement. La mémoire est totalement réparée, totalement transformée en une mémoire positive de lumière et d'amour. Ainsi, quand je repasse, il n'y a plus rien, plus d'émotion, plus de douleur. Je sais au fond de moi que j'ai vécu cela, mais cela ne m'impacte plus du tout. Cela ne se projette plus dans ma vie, c'est réparé. Depuis 40 ans que j'utilise ces outils dans mes consultations, j'ai vu des mémoires dramatiques d'inceste, de viol, de douleurs monstrueuses, d'enfants martyrs. Tous ont réussi à aller jusqu'au pardon. Il faut du temps, ça ne se fait pas toujours la première fois. Il faut y retourner, y revenir, mais ça se répare. Et vu la plasticité du cerveau, c'est l'enfant réparé qui prend la place de l'enfant en souffrance et la mémoire n'est plus du tout active. Voilà ce qui se passe avec les états d'expansion de conscience pour réparer son histoire. Je vais aller chercher les mémoires de ma conception, les mémoires de la grossesse, les mémoires du petit bébé, du petit enfant. Toutes ces mémoires remontent, reviennent. Les mémoires de l'adolescence, les mémoires du jeune adulte, les mémoires de l'adulte. Je peux réparer à mesure que je suis prêt à les accueillir, à les regarder en face, à y faire face. Et à mesure, je répare mon histoire. On va regarder les autres mémoires qu'on peut réparer, celles de mon histoire d'avant ma naissance. Eh bien, on peut aussi aller chercher les mémoires karmiques, les mémoires des vies antérieures. Je dis toujours, ne vous perdez pas dans ce travail de mémoire de vies antérieures, car tout est en condensé dans cette vie-ci. Si vous réparez cette vie-ci, vous réparez vos mémoires karmiques. Donc, travaillez d'abord sur votre vie actuelle et dans certaines circonstances, on va chercher les mémoires du passé. On peut réparer les mémoires familiales et là, on va d'abord commencer par honorer nos ancêtres, les remercier pour les talents qu'ils nous ont confiés, pour le fait que nous soyons en vie. Et puis, on va les honorer en leur envoyant de la lumière, de l'amour, en aidant les âmes en difficulté à monter, parce que ça, c'est possible aussi en état d'expansion de conscience. Tous les ancêtres qui sont coincés, qui n'arrivent pas à monter vers la paix, vers la lumière, on peut les aider. Et puis, on va leur demander de nous libérer des fidélités négatives. On ne peut pas couper nous-mêmes les fidélités négatives. Il faut leur demander de les libérer. Et puis, on va réparer l'arbre généalogique s'il y a des blessures, des exclusions, les fausses couches, les IVG qui sont exclus, qui souvent n'ont pas leur place dans l'arbre. On va leur redonner leur place. On va découvrir des secrets de famille. Combien de fois on a découvert des enfants qui n'étaient pas les enfants de leur père et qui, en expansion de conscience, découvraient le vrai père de leur histoire. Et puis, on va aller travailler sur les mémoires collectives pour faire la paix avec les égrégores, particulièrement les égrégores religieux. On leur envoie de la lumière, de l'amour, de la paix pour les alléger. Et puis, on pourra travailler sur les archétypes afin que ces manteaux, ces préformes vides, comme dit Jung, viennent habiller notre ego, notre être, viennent maintenant habiller notre être et renforcer son pouvoir. Et puis, on verra que comment tout cela développe notre puissance.
Alors ensuite, si je m'expanse dans les corps de lumière, et c'est ce qu'on fait au séminaire de 2 jours, le premier jour, on va aller faire ce travail de réparation sur le maximum de mémoire qu'on pourra toucher. On va réparer l'enfant intérieur, on va pardonner au père, à la mère, peut-être à une troisième personne si c'est nécessaire. Et puis le deuxième jour, on va s'expanser avec un certain nombre de pratiques associées pendant 2 heures pour pouvoir avoir l'énergie pour monter dans les corps de lumière et aller dans cet endroit. Et lorsqu'on arrive dans cet endroit, les stagiaires disent, je suis retournée, par exemple, les personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, une near-death experience, une expérience au-delà de la mort, eh bien, ils disent, je suis allée à l'endroit où je suis allée quand j'ai fait ma NDE, ma MI. Et pour ceux qui y vont, et en général pratiquement tout le monde, il y a toujours une ou deux personnes qui a du mal à y aller parce qu'elle est restée coincée dans sa tête et dans ses peurs, mais l'ensemble des stagiaires disent, j'avais l'impression d'être de retour à la maison. Je vibrais, je résonnais, j'étais dans un bain de lumière, un bain d'amour. J'ai fait l'expérience de ma vraie nature, j'ai reconnecté mon âme, j'ai reconnecté mon je suis. D'autres disent qu'ils ont rencontré des énergies subtiles. Alors on peut rencontrer dans ces espaces les énergies christiques, bouddhiques, Kuan Yin, les mères divines, Jésus, les anges, les archanges. Vous allez rencontrer vos maîtres, vos guides, des maîtres ascensionnés. Et puis vous allez rencontrer aussi les âmes de votre lignée qui sont passées de l'autre côté. Un parent décédé, un frère, une sœur, un père, une mère, des grands-parents, recevoir des messages. Il y en a même qui disent qu'ils ont eu des connexions avec leur animal. Ils ont connecté le déva des âmes des animaux. Donc on peut voir tout ça et le vivre, on peut recevoir des soins, on peut recevoir de l'enseignement, on peut recevoir des messages, on peut recevoir des initiations. Souvent les stagiaires sont initiés à l'ouverture du troisième œil. Et puis dans ces hauts plans, on peut visiter des lieux magnifiques comme le Jardin d'Hélène, des ashrams de cristal. Enfin bon, je ne vais pas détailler trop parce que je ne veux pas en dire trop pour ne pas créer d'attente pour que ce soit vous qui découvriez ce qu'on vous ferez si jamais vous venez faire ce séminaire de 2 jours où on peut découvrir tout ça. Donc on voit plein de choses, on peut visiter plein de choses, on peut faire des rencontres extraordinaires, on peut se transformer. Beaucoup de personnes qui ont vécu des NDE ou des EMI sont revenues transformées. Eh bien, pourquoi ne pas y aller, reconnecter qui nous sommes vraiment et essayer de le manifester au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je répare mon histoire, quand je reconnecte mon âme, quand je réveille mon âme et quand je réveille qui je suis, eh bien, je vais transformer plein de choses à l'intérieur de moi. D'abord, avec ces états d'expansion de conscience, je peux nettoyer mon histoire personnelle, familiale, collective, les liens avec les archétypes, mes sous-personnalités négatives, les liens avec les égrégores. Je vais faire l'expérience de mon corps énergétique. Plus je nettoie les mémoires, plus l'énergie qui était coincée dans les condensations se libère et recircule, plus les talents qui étaient bloqués derrière sont libérés et redeviennent actifs, et je peux les manifester. Et donc, plus je libère l'énergie, plus j'ai de vitalité, plus j'ai la pêche, plus je suis en joie, plus j'ai envie, et plus je suis enthousiaste. Donc, on va dénouer les nœuds, on va dénouer les condensations, on va réveiller son énergie et ça va se manifester. Les premières manifestations qu'on voit au séminaire de 2 jours, les personnes voient réapparaître des mouvements rotatoires. C'est le corps qui se met à tourner dans un sens comme ceci ou dans l'autre comme cela. Ces mouvements rotatoires, moi je dis toujours, qu'ils correspondent à la reperméabilisation des canaux Ida et Pingala. Quand l'énergie recircule bien à l'intérieur, eh bien, il y a un canal qui monte et il y a un canal qui descend. Le canal Ida qui est froid, féminin et lunaire, le canal Pingala qui est chaud, masculin et solaire. Chez les maîtres tibétains, on dit que c'est le chauffage central et la clim. Et je raconte toujours l'histoire
Alexandra David-Néel, que son maître envoyait méditer dans la neige, nu, avec des draps mouillés, et qui lui disait, tu rentreras quand ils seront secs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je l'ai souvent entendu raconter. Donc voilà ce qu'on va faire. Ensuite, une fois qu'on aura éveillé ces mouvements rotatoires, on va éveiller ce qu'on appelle les mouvements automatiques des bras, ces mouvements qui font que vous pouvez faire des soins, que vous sentez que votre main s'arrête exactement toute seule sur la zone qu'il y a à soigner. Beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques, des massages, connaissent ça, ce qu'on appelle les mouvements automatiques, la danse de Shiva. Et sur le séminaire de 2 jours, il y a pas mal de personnes qui réveillent ça. Et puis ensuite, on éveille la Kundalini, il faut le faire en sécurité parce qu'un éveil un peu intempestif de Kundalini peut faire que vous vous retrouvez à l'hôpital psychiatrique et puis vous allez vous retrouver bourré de neuroleptiques et quand vous serez comme un légume, on vous dira il va beaucoup mieux. Donc soyons vigilants, ça se fait pas n'importe comment, il faut être accompagné. Et donc, ça se fait sur le temps, ça ne se fait pas au séminaire de 2 jours. Je vois juste mes élèves qui font le parcours en 3 ans, qui tout doucement éveillent leur Kundalini en totale sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, je l'ai dit, je vais passer à... Voilà. Plus vous allez travailler, expérimenter ces états, réparer votre histoire, ben, plus vous aurez d'énergie, plus vous serez enthousiaste, plus vous aurez réveillé vos talents, vos ressources. Et plus vous réveillez vos talents, plus votre mission de vie, votre projet de vie va se dessiner, plus vous allez donner du sens à votre vie. Plus vous allez vivre dans la confiance, dans le lâcher-prise, plus on manifeste qui nous sommes vraiment, plus la vie devient magique, plus toutes vos intentions se concrétisent, se réalisent dès l'instant où elles s'inscrivent dans le plan divin, dès l'instant où elles sont bonnes pour vous et pour le plus grand bien de tous. Et ça, c'est magique. Et tous ceux qui l'expérimentent le confirment. Au bout d'un certain temps de réparation, d'entraînement, eh bien, on vit cette magie de la vie. Et moi, j'en témoigne, je la vis au quotidien, cette magie. Pour toutes les choses, même les plus petites choses de la vie, elle est magnifique. Vous développez vos perceptions subtiles, vous avez reconnecté votre corps, donc vous développez votre ressenti, vous développez votre intuition. Plus vous développez votre intuition, plus vous allez devenir créatif, plus vous allez développer tous les sens subtils. Chez les maîtres indiens, on parle de 21 sens subtils, ne serait-ce que pour la vision, il y a plein de sens différents sur les visions subtiles. Vous allez expérimenter la puissance de l'intention, le pouvoir de création. Les paroles, les pensées, vos intentions sont créatrices et se concrétisent dans la matière. Posez votre intention, l'univers se charge du reste dès l'instant où vous êtes centré dans le cœur, dans le je suis. Vous allez découvrir que vous pouvez aller chercher de la connaissance, de l'information, des solutions, des réponses, des idées créatrices. Si vous voulez que ça marche, il faut dire à votre mental de se calmer. Il ne faut pas qu'il occupe la ligne parce que les réponses, elles descendent, elles viennent. Et c'est magique. J'ai des élèves qui font des conférences et qui posent le titre de leur conférence, qui partent en expansion de conscience. Et puis là, elles reçoivent, premièrement, deuxièmement, troisièmement, tu vas dire ci, tu vas dire ça, tu vas traiter ci, tu vas traiter ça. Ça se fait avec facilité. En expansion de conscience, non seulement vous allez rencontrer ces énergies dont je vous parlais tout à l'heure dans les mondes subtils, mais vous allez en rencontrer d'autres dans la nature. Vous allez connecter les énergies des arbres, des plantes, de l'eau, des rochers. Il se passe plein de choses magnifiques. Vous pourrez remonter le temps dans le passé, aller dans le futur, chercher vos vies antérieures, aller visiter les planètes. Et quand on va visiter les planètes, les astres, eh bien, on reçoit des messages. Et si on regarde son thème astral après, on voit que c'est en totale harmonie. Vous allez évoluer, changer votre regard, avoir une vision du monde différente. Vous êtes plus attentif, plus créateur, plus sensible aux problèmes de la planète, aux problèmes de l'environnement, aux problèmes de l'humanité, du devenir du monde. Et puis, ben, vous allez créer plein de choses positives pour faire évoluer tout ça. Vous allez voir que quand on est dans ces états, on est en télépathie très souvent. Vous pensez à une personne dans la minute, elle appelle. Et puis, ben, on peut inventer plein de procédés. Il y a un très joli livre qui s'appelle 80 hommes pour changer le monde, où on voit qu'ils inventent plein de choses pour créer un monde plus juste.
plus respectueux de l'environnement, avec des procédés de culture, de fabrication différents, où les déchets de l'un deviennent les matières premières de l'autre, et ainsi de suite. Et puis on développe l'intelligence de l'âme et du cœur. On apprend à aimer inconditionnellement. C'est pas l'amour bisounours. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est l'amour et la loi. L'amour avec le cadre, le respect des lois universelles de la vie. Et puis vous allez avoir une relation à l'autre dans le cœur. Quand vous rencontrez l'autre, vous le voyez dans sa perfection divine. Vous n'occultez pas sa couche d'ombre, mais vous le voyez d'abord dans sa perfection. Et ainsi, vous allez exprimer jour après jour, de plus en plus, votre vraie nature, je suis. Et vous allez être totalement et intensément dans le présent. Et le marqueur de cet état, quand vous êtes dans le présent, c'est la joie. C'est une joie profonde. C'est l'amour et c'est la joie devant la manifestation de la vie. Vous allez quitter l'illusion de la séparation, vivre un sentiment d'unité, c'est-à-dire que vous êtes le tout, que votre voisin, c'est aussi vous. Alors pourquoi le juger, pourquoi le critiquer, puisque c'est une part de vous. Et donc, ben, la vie devient super sympa quand c'est comme ça. Et on a un très joli marqueur, c'est ce sourire qui apparaît. On le voit souvent sur les visages des méditants. Moi, je l'appelle le sourire de Bouddha. Ce Bouddha-là, il vient du musée Guimet à Paris. C'est un Bouddha du XIIe siècle que je trouve absolument magnifique, qui est dans cet état de paix, de félicité. C'est l'état que je souhaite à tous dès l'instant où on fait ce travail et où on avance sur ce chemin. Alors, bah, choisissez qui vous voulez être et puis engagez-vous. Et si vous êtes sur cette conférence, c'est que vous êtes déjà bien sur le chemin et que vous avez déjà bien avancé. Parce que venir écouter des choses comme ça, c'est qu'on a un petit grain quand même et que votre cœur, il vous appelle, votre âme, elle s'est réveillée. Et vous voyez que le bonheur, c'est le chemin. C'est pas le but. C'est pas devenir parfait. C'est s'émerveiller à chaque instant de la vie et être rempli de gratitude. Exprimer sa gratitude face à tout ce qui se passe, tout ce qui est vécu, toutes les rencontres, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, et s'émerveiller. Et ça, c'est le bonheur à chaque instant. Alors vous verrez que si vous vous engagez, si vous êtes engagé sur ce chemin, eh bien, il y a la magie qui opère. Il y a les rencontres qu'il faut au moment où il faut, ce dont vous avez besoin qui arrive et quelquefois au-delà de ce que vous pouviez imaginer. La vie devient magique et Goethe en parle très très bien dans ce texte. Alors, connectez-vous à qui vous êtes vraiment, avancez, just do it now. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir et je vais maintenant essayer de répondre à vos questions. Je vais juste essayer de couper le partage d'écran pour pouvoir vous parler. Non, c'est pas ça. Comment est-ce que je fais pour couper le partage? Et puis, je vais répondre à toutes vos questions. Euh, où il est le partage d'écran? Oh, ben, je ne le retrouve pas. Bon, ben, ça fait rien. On va le laisser comme ça. Oh, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Je vais répondre à vos questions. On va pas s'occuper de l'écran. Alors, je reprends le chat. Donc, je vois que vous êtes de partout et ça, c'est génial. Ça me fait immensément plaisir. Et donc, je vois qu'il y a des gens de Normandie. Je suis devenue normande depuis le mois de février. Je suis dans ma maison au bord de l'eau. Et la Normandie, c'est magnifique. Alors, la course à pied, c'est super. Voilà. Attendez, j'arrive à fermer. Voilà. La course à pied, c'est super. Vous dites, ça devient addictif. Mais oui, et les genoux ont pris cher. Mais oui, ça c'est sûr. Alors que la natation pour porter le corps, c'est plus doux. Je ne sais pas si si la natation, elle donne des états d'expansion de conscience comme ça, mais sûrement sur les longues distances, ça doit donner ça.
Alors, j'écouterai la suite sur le replay. Ben, bien sûr, vous allez avoir le replay dès demain matin. Vidéo intéressante, j'ai eu des réactions suite à une retraite de yoga où j'ai eu une sensation comme une libération du plexus solaire. En pleine nuit, j'ai eu le sentiment que mon corps se soulevait au niveau du plexus. Lorsque je chantais ou écoutais des mantras, j'ai des sensations fortes au troisième œil. C'est l'énergie qui se réveille et qui monte. Il m'arrive d'avoir des vibrations tout le long de la colonne vertébrale. Quand j'ai des paroles fortes en lien avec mes valeurs, j'ai régulièrement des synchronicités. Et réjouissez-vous, c'est magnifique, Vanessa. Votre énergie s'éveille, elle réveille vos talents, vos sens subtils, et vous êtes sur le chemin, c'est magnifique. Continuez, il n'y a aucun danger. Ça va pétiller dans tout votre corps, ça va chatouiller au sommet de la tête, vous allez avoir un soleil à la place du cœur, l'impression d'avoir une fourmilière dans le dos quand ça va toucher le cœur. C'est que du bon, continuez. C'est toujours délicieux de vous entendre. Vous êtes trop mignons. Le prochain séminaire a lieu le 3 et 4 mai à Paris. Le week-end prochain, nous sommes à Saint-Nazaire et nous sommes archi complets. Et j'espère qu'on pourra faire tenir tout le monde dans la salle. Sinon, je vous attends, si vous voulez expérimenter ces états d'expansion de conscience, réparer votre histoire et votre enfant intérieur, en tout cas, commencer à réparer et faire l'expérience de votre âme, de votre je suis, dans cet espace de lumière et d'amour où on fait de belles rencontres, eh bien, venez essayer avec nous le 3 et 4 mai au Forum 104 à Paris. C'est fait la coupure du partage. Merci. Est-ce que vous pouvez agrandir l'écran? Je sais pas. Ah oui, celui-là peut-être. Voilà. Ça, comme ça, c'est mieux, je crois. Non? Voilà. Celui-là, je peux le fermer. Voilà. Alors, merci infiniment, c'est intéressant, comme toujours. Merci. Comment on sait qu'on est en expansion? Ben, on ressent avec son corps. On sent, par exemple, au niveau des mains que ça gonfle. On sent que ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau du cœur. Ça, c'est les premières sensations. On a la sensation que notre corps n'est pas limité à son corps physique. Et puis, quand on s'expanse dans le corps émotionnel, on commence à avoir, si on est visuel, des visions sur notre histoire, sur le passé, des mémoires, des souvenirs. Et on va pouvoir travailler dessus. Après, quand on passe dans le corps mental, ben, on va avoir d'autres perceptions. Et puis ensuite, dans les corps de lumière, on va avoir ces visions. En fait, c'est la perception qu'on a du temps qui change, qu'on a de son corps qui change, de qui nous sommes qui change et de l'espace qui change. Alors, merci. Comment couper le mental qui m'empêche d'expérimenter? Ah ben non, on y arrive bien. Ben, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vous entraîner un peu avec de la méditation. Parce que tout seul, c'est pas évident. Et puis, il faut tracer la route. C'est ce que je dis toujours aux stagiaires. Quand vous venez aux 2 jours, vous faites l'autoroute qui va vous permettre d'y retourner avec facilité. Vous avez tracé la route une fois, vous avez stabilisé. Et puis après, avec l'entraînement, vous allez pouvoir intégrer. C'est-à-dire être capable de rester longtemps, de ramener les sens subtils qui sont associés à ces états, à ces différents corps. Donc, couper le mental, c'est l'entraînement. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de méthode. Vous pouvez dire, passez aux étrangers, vous ne m'intéressez guère quand il y a les pensées qui passent, mais c'est juste s'entraîner. Le séminaire de 2 jours se fait à Paris, 3 et 4 mai. Il y en a normalement un prévu fin juin, mais comme je vais avoir une prothèse de genou prochainement, j'ai prévu d'être sur pied pour fin juin et je demande à la vie de faire en sorte que je sois sur pied pour fin juin. Donc je confirmerai en temps et en heure ce séminaire. Donc les informations des stages, les dates des 2 jours sont sur le calendrier du site internet. Elles sont en rose quand c'est sur Paris. Là, il y a sur Saint-Nazaire. Avant, il y avait sur Aix régulièrement parce que j'habitais encore Aix-en-Provence. Maintenant, j'habite la Normandie. Je m'ennuyais trop de mes enfants qui étaient trop loin. Et là, je suis toute heureuse d'être tout près. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup. Il y en aura un probablement à la rentrée
sur Aix-en-Provence, et puis et les autres, ça va être sur Paris. Et puis, quand un groupe se forme, moi, je suis prête à venir vous rejoindre pour y aller. Je suis suivie par une kinésiologue et deux psychologues. Je ne parviens pas à voir et connecter mon enfant intérieur. Pourtant, j'ai vécu les pires choses depuis petit et j'ai une fibromyalgie. Mon Dieu, vous avez souffert et vous souffrez. Bah, écoutez, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que moi, je fais des miracles, mais si vous ne voyez rien, peut-être vous ressentez. Connectez-vous à votre ressenti pour aller à la rencontre de cet enfant intérieur. Le ressenti, quand on ne voit pas, quand on n'entend pas, quand on ne sait pas, le ressenti, c'est le meilleur outil pour reconnecter ses émotions, son passé, les accueillir. Mais peut-être que votre souffrance est telle et que votre énergie n'est pas suffisante actuellement pour que ces mémoires remontent. Vous savez, c'est bien fait, elles ne remontent que les mémoires qu'on est capable d'accueillir. Donc, je ne sais pas. J'ai pas de remède miracle. Venez essayer avec nous. Faites ce que vous sentez bon pour vous. Alors, l'hypnose m'a permis, bien sûr, l'hypnose permet de beaux états d'expansion de conscience. Et si en plus votre hypnothérapeute pratique beaucoup la méditation ou ces choses-là, eh bien, il va pouvoir vous emmener, il va être stable et vous allez pouvoir voyager avec lui, ça c'est bien. Alors, je ne sais pas combien de temps de course à pied il faut parce que moi, je ne pratique pas la course à pied, mes genoux ne me le permettent pas. Et puis, ce n'est pas mon truc, je préférais le vélo. Le vélo amène, ben, voilà, à des états d'expansion de conscience. J'ai expérimenté 2 fois, ça c'est certain. La danse permet ça aussi. Où organisez-vous vos stages? Actuellement sur Paris, mais partout en France où un groupe s'organise. Vous m'appelez, je fais une conférence et je viens. C'est enthousiasmant, donnez-nous vos stages. Sur Lyon, j'y vais pas encore, mais s'il y a un groupe sur Lyon, je viendrai. Merci beaucoup, merci, merci. À chaque message. Kiné au niveau des épaules, je pleure, ben voilà. Sur les épaules, dans le dos, il y a plein de mémoire, dans les corps, il y a plein de densité. Et oui. Eh ben, pleurez parce que quand vous pleurez, vous libérez les mémoires, vous les ouvrez, ça leur fait du bien. Et quand vous pleurez, pensez à aller chercher la petite fille que vous étiez et puis la consoler et emmenez-la sous la source de lumière et ramenez-la dans votre cœur. Vous allez ainsi pouvoir réparer des mémoires. Le lien pour les stages, ben, il n'y a pas de lien, il suffit de m'envoyer. Allez sur mon site internet catherine-henri-plessier.fr, je crois, je ne sais même pas. Vous tapez mon nom sur internet, vous y arrivez direct. Et puis vous tapez calendrier, vous avez les dates, vous avez sur événements les différents stages, les différents séminaires qui sont proposés. Et puis, vous trouverez tous les détails et vous avez à contact la possibilité de m'écrire et je vous réponds. Ça, je réponds toujours. Constituer un groupe à partir de 12-15 personnes, je me déplace bien volontiers. Séminaire de 2 jours en dehors de Paris, ben voilà, c'est ce que je dis, au moins 12-15 personnes. Voilà, combien de personnes? Donnez-vous des stages. Je ne donne pas de stages en ligne, mais je suis en train de vous préparer tout un travail sur la guérison de l'enfant intérieur pour faire sous forme de webinaire sur Internet. Mais bon, avec mon déménagement, j'ai eu beaucoup de travail et puis comme je dois avoir un petit temps de pause pour mon genou, parce que je suis très handicapée, j'ai pas encore eu le temps de terminer. Le pardon à ses parents, mais le pardon à soi-même fait partie du travail. On le fait toujours dans toute expansion de conscience. Quand on travaille sur le pardon, on se pardonne à soi-même et c'est pas toujours évident, se pardonner à soi-même. Et puis, on fait le pardon aux parents et aux autres quand c'est nécessaire. Sur Vichy, mais je viens où vous voulez, moi. Merci pour votre enseignement. Vous voyez, ce week-end, j'étais à Vannes et le week-end prochain, je suis à Saint-Nazaire. Les pratiques chamaniques et rituelles permettent d'y accéder, bien sûr. Dès l'instant où vous donnez des coups sur un tambour, vous pouvez partir en transe, vous pouvez partir en expansion de conscience. C'est évident, toutes les pratiques chamaniques. Et les énergies négatives qu'on libère en expansion de conscience. Les énergies négatives, les ombres,
on demande à ce qu'elles repartent vers la terre pour faire pousser les fleurs. Moi, c'est comme ça que j'agis. Il n'y a jamais de pollution par des énergies négatives. Et comme on est centré dans le cœur, il n'y a jamais de risque, quel qu'il soit, parce que l'amour est mon bouclier. Voilà. Namasté pour le groupe. Je vais en parler avec les personnes. Comme c'est enthousiasmant. Donnez-vous des stages sur Lyon? Ben non, pas encore. Donc, je ferai sur Internet prochainement, dès que je pourrai, dès que j'aurai un peu plus de temps, parce que là, je vais être un peu coincée. Bon courage, c'est gentil, merci. Une rituel du râpé, ah mais ça, je connais pas, j'ai jamais fait. Moi, j'ai fait que les pratiques chamaniques, j'ai pas fait. Faites attention, prenez pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Avec les produits, les psychotropes, etc., le tabac, on fait pas n'importe quoi. Il faut vraiment être bien accompagné. J'ai vu trop de personnes arriver à mon cabinet complètement dissociées, mal revenues après des rituels, des pseudo-rituels. Soyez vigilants. Oui, j'ai fait du vélo autrefois. Voilà, qui c'est qui dit là? Comment avez-vous fait? On fait du vélo aussi. Ben, moi, je ne fais pas d'expansion de conscience sur mon vélo. Quand je suis sur mon vélo, je suis remplie d'émerveillement et de gratitude. Je suis le nez en l'air et je m'émerveille parce que je trouve que la nature est belle. J'adore le terme l'amour est mon bouclier. Ben oui, l'amour est la seule réponse et l'amour est mon bouclier. Il y a un très beau texte qui est très kitsch, très mis en scène de façon très kitsch sur Internet qui s'appelle, je crois, l'amour est mon bouclier. Si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un mail par mon site et je vous donnerai les coordonnées. Oui, bah bien sûr, j'ai fait tout ce qu'il faut pour mon genou, mais voilà, j'en suis encore là. Et je ne suis pas Jésus-Christ, je n'ai pas réussi à faire de miracle. Voilà, eh bien, je vous remercie tous pour votre belle présence. Je vous donne rendez-vous à Paris pour le 2 jours pour venir réparer votre enfant intérieur et expérimenter ces beaux états d'expansion de conscience. Aller dans la lumière, rencontrer les âmes de vos lignées, les maîtres, les guides, aller visiter des lieux magnifiques. Je ne vous raconte pas tout, vous ferez l'expérience. Et je vous retrouve le 17 avril pour la conférence Qui sait que j'ai raté la dernière fois avec mes problèmes de connexion d'ordinateur, de connexion, tout n'était pas encore au point. Maintenant, tout marche. Donc, rendez-vous le 17 avril, mission de vie, mission d'âme, mission d'incarnation. Belle soirée, belle nuit à tous et à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux, émerveillez-vous et soyez remplis de gratitude. Au revoir et je vais couper. Je crois que j'ai pas enregistré. Si j'ai enregistré. Voilà. Fin.